Bonjour à tous, merci d'être là. C'est vrai qu'il est un peu tard et puis bon voilà. Je m'appelle Florent Morin, je suis journaliste de formation, pas du tout développeur ni même game designer, mais par contre je suis aussi joueur depuis que j'ai une dizaine d'années à peu près, au grand désespoir de mes parents dans un premier temps, jusqu'à ce que je leur explique que mais si, en fait ça pouvait être respectable et peut-être on pouvait en faire quelque chose de bien. Et en 2009, il y a eu un appel à projet du gouvernement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était sur les serious games. C'était à l'époque où Nathalie Kosciusko-Morizet était ministre déléguée à, je ne sais pas quoi, au numérique, je ne me souviens plus exactement. Et bref, dans son appel à projet, elle demandait des projets qui mélangeaient d'un côté le jeu vidéo et de l'autre autre chose. Et ça pouvait être le jeu vidéo et la conduite de bus, le jeu vidéo et la chirurgie, le jeu vidéo et la lutte contre l'autisme, n'importe quoi. Et voilà, il fallait proposer des projets et si ça plaisait au comité, on était sélectionné et financé. Et moi, ça faisait quelques années que je réfléchissais à ça en tant que journaliste en me disant, j'ai l'impression que quand je joue à Civilization, certes je m'éclate, mais aussi j'apprends plein de choses. Et puis en fait, même j'ai l'impression que quand je joue à Mario, j'apprends les règles du jeu au fur et à mesure que je joue, et donc c'est un vecteur super intéressant pour transmettre des informations. Et finalement, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être utilisé pour transmettre des informations, des vraies informations, journalistiquement parlant? Et donc, je me suis dit, la meilleure façon de le savoir, c'est d'essayer. Et avec lemonde.fr, on a soumis un projet qui s'appelait plateforme de production de serious games journalistiques. C'était pour faire sérieux et plaire au gouvernement. On a été financé et donc on a fait un moteur comme ça qui nous a permis de faire un jeu qui s'appelle Primaire à gauche, qui a été publié sur lemonde.fr et qui était un jeu dans lequel vous incarniez un candidat à la primaire et vous deviez essayer de faire ce qu'il fallait pour être désigné par votre parti comme le candidat à la présidentielle. C'est un jeu qui était plein de défauts, mais avec lequel on a appris plein de choses et on s'est bien marré et je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire en fait. Et depuis, j'ai créé ma boîte et je fais plus que ça. Ce qu'on appelle des news games, donc des jeux vidéo ou des dispositifs ludiques. C'est pas forcément des jeux vidéo au sens, c'est jamais des AAA et c'est même pas forcément des jeux vidéo au sens qu'on entend habituellement, mais des dispositifs ludiques qui servent à transmettre l'information d'un point de vue au moins journalistique ou documentaire. Donc c'est quand même une drôle d'idée. Et pour essayer de comprendre comment elle m'est venue, je voulais juste voir avec vous rapidement se poser la question de ce que c'était qu'un jeu. Alors moi je remonte au basique, Kaiwa et Huizinga, et si on lit un petit peu ce qu'ils disent et qu'on essaie d'en tirer une définition commune, on arrive à un jeu, c'est une expérience interactive, donc une expérience qui ne peut pas se dérouler sans le joueur. Si vous vous endormez devant un film, quand vous vous réveillez une heure plus tard, le film est fini. Si vous endormez devant un jeu, quand vous vous réveillez une heure plus tard, Mario n'a pas bougé. Cette expérience est régie par des règles. Il y a des règles formelles et des règles comment dire, j'allais dire spirituel, mais logique. Il y a des choses qui vous limitent dans les échecs. Vous avez le plateau de jeu, c'est des cases, 8 cases sur 8 cases, vous ne pouvez pas aller en dehors du plateau de jeu. C'est la règle formelle. Puis vous avez les règles induites qui sont le fou peut se déplacer en diagonale, la tour peut se déplacer tout droit, etc. À l'intérieur de cet univers, l'utilisateur a un objectif à atteindre. Parfois, on découvre l'objectif au fur et à mesure du jeu, mais en général, il est fixé dès le départ. Et puis surtout, le résultat varie en fonction des actions de l'utilisateur. Ça, c'est la définition générale d'un jeu. Il y a, selon les philosophes et les sociologues qui se sont penchés sur la question, d'autres variables, comme par exemple le fait que le jeu soit une activité gratuite, ce qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais c'est une définition qui pose les bases générales. Et quand on s'intéresse aux jeux selon cette définition-là, on se rend compte qu'il y a plein de choses autour de nous qui sont des jeux, alors qu'on n'a pas tendance à les considérer comme un jeu. Par exemple, le système scolaire, c'est un jeu, selon cette définition. C'est-à-dire que c'est une expérience interactive, si vous ne faites rien, ça ne se passe pas très bien. Il y a des règles, il y a des choses qu'on a le droit de faire et d'autres non. Et puis il y a même des boss de fin de niveau, et si on perd contre ces boss, on recommence au début du niveau, ça s'appelle le redoublement. Par contre, si on bat le boss, on passe au niveau suivant, ça s'appelle le passage en classe supérieure. Donc, quand on essaie de prendre une définition un petit peu plus large qu'habituellement de ce que c'est qu'un jeu, on se rend compte que, voilà, pratiquement, ça peut être appliqué à plein de choses qui ne sont habituellement pas considérées comme des situations ludiques. Et notamment à l'information. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait faire un news game? Ce qui est intéressant, c'est que le langage vidéoludique permet des choses que les autres langages plus classiques, autrement dit, le texte, la vidéo, le son, ne permettent pas.
D'abord, forcément, c'est l'interactivité. Le jeu vidéo, c'est d'abord intéressant parce que ça fait 50 ans maintenant que les game designers réfléchissent aux meilleures façons de concevoir des objets interactifs. Et que donc, forcément, toutes les autres personnes qui s'intéressent au monde des médias peuvent avoir des leçons à tirer des découvertes qui ont été faites par les game designers ces 50 dernières années. Et notamment en matière d'implication. On voit bien que les enfants sont beaucoup plus impliqués devant un jeu vidéo que devant, par exemple, un texte. Du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser ces principes d'implication pour transmettre de l'information. Je dis les enfants, mais c'est pareil pour les adultes. Je pense qu'on n'arrête jamais vraiment d'avoir envie de jouer, en tout cas si on a commencé jeune. On a toujours envie, même quand on est plus vieux. Et puis un jeu, ça permet aussi d'encourager l'utilisateur à explorer. On sait que face à un jeu vidéo, on a tendance à essayer, à se tromper, parfois à perdre, et c'est pas grave de perdre dans un jeu vidéo. Donc c'est intéressant, parce que ça permet d'explorer un univers en tant que tel, et de ne pas avoir peur de l'échec. Ça c'est vrai pour un univers, mais c'est vrai aussi pour une base de données. Par exemple, on va voir tout à l'heure qu'il y a des jeux vidéo qui sont basés entièrement sur des bases de données, et qui permettent à l'utilisateur, qui incitent l'utilisateur à explorer ces données, à les mettre en relation les unes par rapport aux autres, et à mieux les comprendre. Et puis, un jeu, ça permet de manipuler, et ça on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est l'essai-erreur, le fait de se tromper et de recommencer, c'est pas grave. Donc ça permet aux joueurs de comprendre une situation complexe en la manipulant. C'est-à-dire, si je fais bouger telle variable, quelles conséquences ça a sur le reste du système qui est représenté dans le jeu. Et donc, faire ça, c'est décrire une situation en décrivant le système d'acteurs et de liens entre les acteurs, plutôt que de faire ce qu'on fait classiquement en journalisme, qui est de raconter une histoire avec un début, un milieu et une fin. Quand je dis raconter une histoire, je ne parle pas de fiction. Je parle juste de quand on écrit un article, on décide d'un ordre dans lequel on organise les arguments ou les informations. Ça, c'est vrai pour une forme linéaire, ça ne l'est plus du tout dans un jeu, parce que dans un jeu, c'est l'utilisateur qui va aller chercher les éléments d'information et les mettre en perspective les uns par rapport aux autres. Le travail du journaliste ou du game designer, puisque moi je milite pour le fait que les journalistes deviennent game designers et vice-versa, ça va être de concevoir un système de règles qui vont, par leur essence même, exprimer quelque chose sur l'info. Donc, ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est passer en revue les différentes familles de newsgame, parce que vous allez voir qu'il y en a 5 grandes familles, de la plus simple à la plus compliquée, et qu'elles ont toutes des buts différents. Le premier, c'est vous voulez faire passer un message sur une actu, sur quelque chose qui s'est passé dans l'actualité, et dans ce cas-là, vous allez faire un jeu éditorial. Généralement, ça va être une expérience relativement courte, et surtout une expérience qui va avoir un but direct, qui va vous faire comprendre tout de suite, voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter par ce jeu-là. Je vais vous montrer quelques exemples, ça ira plus vite. Le premier, c'est September 12, je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, c'est un petit peu une référence. Ça a été fait par un chercheur uruguayen qui s'appelle Gonzalo Frasca, et qui travaille aux États-Unis. Et c'est un jeu qui a été fait pour réagir aux attentats du 11 septembre, et plus particulièrement à la réponse à la guerre contre le terrorisme des États-Unis, qui était de dire, voilà, nous on va aller frapper les terroristes où ils sont, et on va les combattre avec des outils de frappe chirurgicale et stratégique, et on va mettre fin au terrorisme comme ça. Dans September 12, vous êtes dans cette position-là, même si le game designer prend bien garde à ne pas vous donner de consignes. Vous voyez un village comme ça qui semble être quelque part au Moyen-Orient vu de dessus. Et dans ce village, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran là en fait, mais vous avez des civils qui sont habillés en bleu, et vous avez des hommes qui semblent armés et qui ont la chèche blanche qui peut les faire passer pour des terroristes. Et votre curseur de souris est une mire, comme si vous regardiez la scène à travers un fusil de sniper, par exemple. Et donc, naturellement, vous vous dites, OK, le but du jeu, ça va être de débarrasser le village des terroristes, et donc vous visez un terroriste, et vous cliquez pour tirer, sauf qu'au lieu d'envoyer une balle dans la tête du terroriste, vous envoyez un missile, et qu'en plus, ce missile met un certain temps à arriver sur place, et donc le terroriste est parti, il a été remplacé par des civils qui marchaient, qui se promenaient là, et vous avez 9 chances sur 10 de faire des victimes civiles qui vont, par leur assassinat sans raison, provoquer des nouvelles vocations de terroristes parmi les autres civils. Autrement dit, vous vous rendez compte au bout de 2 minutes que vous êtes dans un cercle infernal et qu'au mieux, vous allez réussir à un status quo, vous allez arriver à un status quo, au pire, vous allez vous retrouver avec un champ de ruines rempli de terroristes, et vous n'aurez absolument pas réglé le problème du terrorisme en Afghanistan ou en Irak. Donc un message très court, très efficace,
et très direct. C'est un peu l'équivalent du dessin de presse, en fait, dans lequel on va avoir envie de passer un point de vue éditorial, donc un point de vue où on s'engage, à la différence d'autres travaux journalistiques qui viseront à plus d'objectivité. Là, on s'engage clairement pour faire passer un message direct. Comme on est un peu pressé, je n'ai pas trop eu le temps de vous montrer les choses, mais si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de la présentation. Elle est disponible en ligne, donc si vous avez envie d'essayer le jeu après, il n'y aura pas de souci. Un autre exemple de jeu éditorial, c'est Spent. Ça, c'est un jeu qui a été fait par une agence de communication en travail gratuit. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle aux États-Unis. Ils font souvent ça, ils consacrent une partie de leur temps de travail à faire des œuvres de charité. Donc là, c'est pour Urban Ministries of Durham, qui est une ONG américaine qui est à peu près comme le Secours populaire en France, qui est une ONG qui vient au secours des travailleurs pauvres, donc de gens qui ont un travail, mais qui, malgré leur travail, n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Et donc, le postulat de départ de ce jeu, c'est bien sûr, vous, ça ne vous arrivera jamais, et bien, prouvez-le à travers ce jeu, essayez de vous mettre dans cette situation. Et donc, dans Spent, vous arrivez avec 1000 $ d'économie au début du mois, et le but du jeu, vous voyez sur le côté, là, vous avez un petit calendrier qui va avancer tour par tour, jour par jour, de 1 à 30. Le but du jeu, ça va être d'arriver à la fin du mois sans être en état de faillite personnelle. Et donc, vous allez trouver un boulot qui va être hyper mal payé, vous allez recevoir une paye relativement misérable à la fin de chaque semaine, mais il va arriver plein d'événements qui vont vous demander de faire des choix cornéliens. Par exemple, votre fils vient vous voir et vous dit, voilà, demain, il y a une sortie scolaire qui est organisée, mais ça coûte 12 $. Et vous, il ne vous reste plus que 83 $ pour finir le mois. Bah, est-ce que vous donnez l'argent à votre fils ou est-ce que vous lui dites, non, désolé, tu vas rester à la maison parce qu'on n'a pas les moyens, etc. etc. Et donc, des choses très concrètes, très précises, qui vous mettent face à des choix très difficiles. Et je vous dis tout de suite que si vous voulez arriver jusqu'à la fin du mois sans être en état de faillite personnelle, il va falloir renoncer à des choses comme une couverture santé, comme le fait de pouvoir participer à des cadeaux pour vos collègues, comme plein de choses qui vont, en fait, même si vous continuez à avoir une maison et à payer votre loyer, qui vont vous exclure socialement radicalement. Et quand vous arrivez à la fin du mois avec 100 $ en poche et qu'on vous dit bah, c'est très bien, mais demain vous devez payer votre loyer qui est de 700 $, vous vous rendez compte que même si vous êtes arrivé à la fin du jeu, vous êtes dans une situation qui est quand même très très compliquée. Le but de ce jeu-là étant non seulement de sensibiliser les gens à cette situation, mais aussi de récolter des fonds. Ça a relativement bien marché parce que je crois qu'ils ont récolté 40 000 ou 50 000 $ de dons grâce au jeu. Donc une dimension assez intéressante en plus, même au niveau humain. Et puis, vous avez le droit aussi dans les jeux à la mauvaise foi, à l'ironie et au militantisme. C'est le cas de la Mole Industria, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un collectif de développeurs italiens. En fait, c'est surtout Paolo Pedercini qui est le lead designer, qui fait un peu tout seul. Il a quelques personnes qui l'aident un peu, mais c'est grosso modo lui la tête pensante. Et il a fait plein de jeux super intéressants, un jeu sur le McDo où vous devez gérer toute la chaîne de production, donc planter des OGM, piquer les bœufs aux hormones, faire prendre de la drogue à vos créatifs pour qu'ils inventent des campagnes de pub pour encourager les enfants à manger plus de McDo, etc. Ce jeu-là qui s'appelle Oligarchy, qui est assez génial parce que dans ce jeu, vous êtes un baron du pétrole et vous êtes engagé encouragé à corrompre les politiques pour avoir le droit d'exploiter de plus en plus le pétrole en Alaska, dans la forêt primaire d'Amazonie, à déclencher une guerre en Irak pour mettre la main sur les gisements de pétrole, jusqu'à ce que vous arriviez à la situation où vous avez utilisé tout le pétrole et donc la planète part en saucisse parce qu'il y a des émeutes de la faim, parce qu'il y a des gens qui... Tout le monde est dépendant du pétrole, il n'y a pas de solution de rechange. Donc vous finissez en gros game over, genre situation de destruction mutuellement assistée. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait vous auriez pu arrêter d'essayer de corrompre les politiques et il y aurait eu un mouvement politique éco-friendly qui se serait développé, il y aurait eu une transition énergétique et vous seriez arrivé à un autre type de game over qui était juste vous êtes obsolète parce qu'on n'a plus besoin de pétrole donc on n'a plus besoin de vous. Donc voilà un jeu qui vous fait interroger même la mécanique de course en avant dans laquelle sont prises les gens qui ont les intérêts de l'exploitation du pétrole. Au contraire, posez-moi des questions parce que sinon je me... J'avais vu un peu ces jeux, mais du coup le design cartoon là, c'est pas un peu cynique par rapport à... Ah si, tout à fait. Ouais, c'est complètement... Il a fait d'autres jeux avec un autre style parce qu'il me semblait qu'ils avaient tous un peu ce design. Et il est toujours un petit peu dans l'ironie. Bon, déjà je pense que comme il fait tout seul, il est un peu limité forcément, tu vois, il peut pas être excellent DA, excellent game designer et tout. Non, je trouve pas ça forcément moche, mais c'est juste... C'est un peu childish quoi, alors qu'il est sur des sujets hyper sérieux. Après, il est toujours sur ce second degré et ça pose d'ailleurs des problèmes parce que quand il a sorti son jeu sur McDonald's, qui est hyper critique, hein, vraiment, tu joues 5 minutes, en gros, t'as compris quoi, que c'était...
Il était désespéré parce qu'il l'a mis en ligne sur Newgrounds, donc le site de publication de jeux. Et dans les commentaires, il y avait des mecs qui disaient « Ah putain, depuis le temps que j'attendais un jeu sur McDo, j'adore McDo, je mange à McDo tous les jours, etc. » Et il était vraiment genre facepalm, quoi. Mais bon, c'est un peu le problème du média aussi, c'est que le jeu vidéo, c'est les gens qui manipulent et qui comprennent ce qu'ils veulent en manipulant, donc c'est pas quelque chose d'aussi direct qu'un texte à charge contre McDo. Ça pose des questions, des tonnes de questions super intéressantes. Il a fait plein d'autres jeux sur les prêtres pédophiles et tout. Enfin, c'est vraiment un game designer vraiment militant et intense, quoi. Si vous ne connaissez pas son boulot, il a fait un autre jeu qui est génial sur l'abolition des flingues aux États-Unis, qui est vachement bien. Enfin, je ne vous spoil pas, mais c'est vraiment un petit concept de game design super bien pensé qui fait vraiment bien passer le message. Et puis juste pour finir sur cette partie jeux éditoriaux, en fait, je voulais attirer votre attention sur le fait que maintenant, c'est devenu logique pour toute une génération dont vous faites probablement partie, d'envisager de réagir à une actualité par le jeu. Le jeu devient un média comme la photo l'est, comme le texte peut l'être, comme la vidéo peut l'être. Un des exemples récents, mais il y en a eu plein, c'est par exemple l'occupation du parc de Gezi, donc c'est à Istanbul, vous en avez probablement tous entendu parler, un parc qui était promis à un avenir de construction et de béton, et il y a eu une espèce de mouvement populaire pour arrêter ce projet et pour garder le parc en tant que parc. Donc une occupation avec une répression policière hyper violente et une occupation qui est restée malgré tout pacifique. Et par exemple, ces gens-là, ces Turcs, ont organisé une game jam pour réagir là-dessus qui s'appelait Occupy Gezi Jam, dans lequel ils ont produit une quinzaine de jeux comme ça en 48 heures qui reprenaient donc l'occupation du parc avec des petites mécaniques de gameplay super sympas pour montrer soit le concept d'occupation pacifique, soit le concept de résistance à la force, soit le concept au contraire de répression brutale de la part du gouvernement. Et donc ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que maintenant quand il y a une actu comme ça, c'était pareil avec Snowden, c'était pareil avec Wikileaks, c'est pareil avec plein d'actu, c'est devenu naturel pour toute une partie de la population de s'emparer de l'actualité et d'y réagir en faisant des petits jeux comme ça rapides avec un message assez fort. Du coup, c'est bien la preuve que le jeu vidéo devient un médium à part entière et n'est plus juste un divertissement un petit peu gratuit. Enfin, il peut tout à fait rester un divertissement gratuit. Moi, j'ai rien contre les AAA et contre le fait de tuer des nazis. Mais le jeu vidéo, c'est plus que ça. En l'occurrence, ça peut être un moyen de réagir de manière interactive à l'actualité. Donc voilà, beaucoup de ces jeux-là utilisent ce qu'on appelle la rhétorique de l'échec. C'est des jeux qui vous font perdre pour vous amener à réfléchir sur les raisons pour lesquelles vous avez perdu. Et c'est comme ça que la transmission de messages se fait. C'est-à-dire que quand je perds à Spent, c'est là que je me dis, putain, mais en fait, on ne peut pas gagner. Et donc, effectivement, ces gens-là ont besoin de mon aide, il faut que je les aide. La seule manière de gagner pour eux, c'est que quelqu'un leur vienne en aide. Quand je joue à September 12, hyper rapidement, je me rends compte que voilà, prétendre que tu vas faire la guerre contre le terrorisme avec des missiles et des drones, c'est pas quelque chose qui peut fonctionner. Donc, rhétorique de l'échec, je perds, donc je pense, et donc je réfléchis autrement à l'actualité parce que j'ai été un petit peu piqué à vif par ma défaite dans le jeu. Et puis, donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi l'équivalent journalistique du dessin de presse, quelque chose d'assez immédiat et d'assez direct dans le message qui est délivré. Deuxième grande famille, c'est probablement la famille qui est la plus proche de ce qu'on connaît classiquement dans le reportage. C'est des jeux qui vont être relativement linéaires et qui vont se rapprocher du storytelling classique. Et c'est une famille un petit peu hybride avec ce qu'on appelle le web documentaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le web documentaire, mais c'est tous ces documentaires interactifs qui sortent depuis quelques années en France, et qui sont notamment beaucoup aidés par le CNC, ce qui fait donc un moyen de financement assez convoité dans une époque où on n'a pas beaucoup d'argent pour produire des choses à forte valeur culturelle ajoutée. Et donc, c'est en gros faire un dispositif interactif qui va reprendre des mécaniques de jeu, qui va donner à l'utilisateur un objectif, mais qui va avoir pour but principal de lui raconter vraiment une histoire. Le premier exemple de ça, c'est un web documentaire qui date de 2007, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Voyage au bout du charbon, dans lequel, et donc qui est un reportage sur l'exploitation des mines de charbon en Chine. J'aime autant vous dire que ce n'est pas vraiment l'endroit le plus paradisiaque du monde, hein. On y meurt beaucoup plus qu'on y rigole. Et donc, ce dispositif interactif vous propose de vous mettre dans la peau du journaliste et de vous dire, voilà, vous allez partir sur le terrain et ça va être à vous
de mener l'enquête et d'essayer de trouver comment ça se passe, quelles sont les conditions de vie des gens, quelles sont les conditions de sécurité d'exploitation, etc., etc. Et donc à partir de là, vous allez avoir un jeu qui prend pour base du matériau journalistique qui a été véritablement tourné sur place, des vidéos, des photos, des interviews sonores, etc., mais qui va fonctionner comme un livre dont vous êtes le héros, dans lequel vous allez devoir faire des choix. Est-ce que je veux aller d'abord dans la mine ou est-ce que je veux aller d'abord dans le village pour rencontrer les mineurs? Est-ce que je veux poser une question directe ou est-ce que je veux essayer de faire attention à la manière dont je formule les choses, etc., etc. Il y a des moments où vous allez arriver à des game over parce que vous allez être trop curieux ou pas assez discret et vous allez devoir revenir en arrière et faire des choix différents pour réussir à vous faufiler entre les mailles du filet donc du gouvernement chinois et faire la lumière sur la situation de l'exploitation du charbon en Chine. Donc un game design qui est relativement simple, qui est vraiment de l'ordre des livres dont vous êtes le héros, mais ça fonctionne plutôt bien. Et puis surtout en 2007, c'était quand même relativement novateur. Du coup, je sais pas si tu l'as un peu joué ou pas, ou plutôt visionné. Du coup, comment ils ont pensé la narration? C'est-à-dire ils sont allés shooter leur film et ensuite ils ont créé un scénario par rapport à leur rush et tout ça. Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, ils se sont dit, voilà, on va montrer telle chose et du coup ils ont cherché des images pour ensuite s'introduire un peu dans les cases qu'ils avaient pensé? Non, en fait, c'est le premier cas que tu décris. C'est un des tout premiers web documentaires, donc on était à une époque où on ne connaissait pas trop la forme. Et du coup, c'est des gens qui sont revenus même et qui sont allés voir le producteur interactif, qui lui ont dit, voilà, nous, le web, ça nous intéresse vachement. Et puis en plus, les médias classiques, c'est un peu bouché. On a plein de matos, on a pris des photos, on a ramené du son, des vidéos, tout. Et on ne sait pas comment raconter l'histoire, comment est-ce qu'on pourrait le faire. Et ensemble, ils ont développé ce truc. Mais maintenant qu'on a une certaine expérience, c'est de plus en plus l'inverse. On va réfléchir, enfin pas l'inverse, mais en fait, on va réfléchir de manière en même temps à l'architecture et aux images dont on va avoir besoin avant de partir sur le terrain. Parce qu'en général, quand tu parles au bout du monde, tu ne peux pas y retourner 15 fois, donc il faut que... Et du coup, c'est le parcours utilisateur qui est pensé à l'avance et tout, ça casse pas un petit peu de la spontanéité qui pourrait... Après, c'est une question de culture, je pense, mais si toi, en tant qu'auteur, tu l'as en tête et tu as été vraiment impliqué dans la conception, sur le terrain, tu seras en mesure de dire « Ah mais non, mais en fait, on va tourner ça parce que ça pourra se mettre à tel endroit et à tel endroit. » En fait, tu deviens exactement comme un réalisateur. Tu sais, quand tu réalises un documentaire linéaire pour le cinéma ou pour la télé, ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'école de l'hyper-préparation. Donc tu vas limite avoir un storyboard pour chaque plan. Alors que tu fais du documentaire, tu vas savoir comment tu veux composer tes images, etc. Après, si tu sais protéger le réel, tu peux avoir la flexibilité nécessaire pour te dire « Ok, je connais super bien mon découpage et je sais que ce plan-là que je n'avais pas prévu, je pourrais le rentrer à tel ou tel endroit. » Ce sera exactement le même genre d'exercice avec un design interactif, probablement peut-être un petit peu plus compliqué, mais après c'est une gymnastique de l'esprit. Généralement, pour le public, c'est quoi qui marche le mieux? C'est plutôt des documentaires qui vont être spontanés ou est-ce que ça va plutôt être des documentaires que tu penses à l'avance? C'est vraiment deux écoles hyper différentes. C'est comme si tu me demandais est-ce que ce qui marche le mieux c'est les films avec les robots ou des films avec... Il y a un public pour chacun. Quoi. Ouais, c'est vraiment... Même si le public du documentaire est déjà relativement réduit, néanmoins il y a un public spécial. Il y a même des festivals vraiment de niche pour... En parlant du public, est-ce que je touche plus ou moins au même public que les gars du documentaire déjà ou est-ce que c'est... Non, c'est un public plutôt plus jeune. Déjà, c'est un public exclusivement web, sauf certains cas où tu as une déclinaison en 52 minutes à la télévision. La plupart du temps, c'est des objets qui sont vraiment pour le web. Et tu vois, par exemple, l'âge moyen des téléspectateurs sur Arte, c'est 65 ans. Donc c'est quand même âgé. Ouais, on n'est pas très nombreux, mais ouais. Enfin, on est relativement nombreux, mais beaucoup moins que tous les vieux qui regardent Arte. Mais par contre, l'âge moyen de l'internaute sur le site du monde.fr, qui est un des plus gros diffuseurs de web documentaires, c'est 34 ans, 34-35 ans. Donc on est quand même sur un public beaucoup plus jeune. Donc forcément des usages différents. Oui. Il y a des chaînes, notamment Arte, justement, qui sont très ouvertes aux nouvelles technologies. Est-ce qu'on ne commence pas à avoir des expériences transmédia émerger, justement, avec des reportages et des compléments, par exemple, sur tablette ou sur Internet, qui sont directement connectés, quoi. Tout à fait, mais pour Arte, se pose ce vrai problème que leur audience de base, c'est des vieux, quoi. Enfin, c'est vraiment des vieux. Enfin, des vieux qui sont peut-être un peu ouverts sur les technologies, mais leur moyenne d'âge, c'est entre 65 et 70 ans. Donc, et même sur le web.
Mais ils y arrivent. D'ailleurs, très clairement, Arte, aujourd'hui, c'est un des acteurs majeurs de l'innovation dans les narrations, dans le dispositif transmédia, etc. Tu vois, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle série qu'ils achètent ou qu'ils produisent, qu'ils achètent plutôt, Real Humans, il y avait tout un dispositif de site web super bien foutu où tu pouvais acheter ton robot. Top of the Lake, là, c'est pareil, il y a un site tellement tripé que moi, j'ai rien compris comment il marchait. Des trucs comme ça. Donc oui, ils sont beaucoup dans l'expérimentation. Après, dans les faits, l'audience de Arte à la télé, c'est... ou alors, ça change un petit peu grâce à la Catch-Up TV. Là, on est sur un sujet complètement différent, mais ça change un petit peu grâce au plus 7. Notamment, il commence à avoir des gros succès en plus 7, genre des visionnages au-dessus de 400 000 visionnages en Catch-Up TV. Et ça, c'est un public beaucoup plus jeune que le public d'antenne. Mais le public à l'antenne, ça reste un public encore relativement âgé. De toute façon, les jeunes regardent de moins en moins la télé en direct, en broadcast. Donc un autre exemple de web documentaire qui va vraiment de plus en plus sur le jeu, là c'est un truc à propos du Darfour et de la situation au Darfour. Donc même pitch de départ, vous êtes dans la peau d'un journaliste qui va aller sur le terrain et essayer de récolter des infos. Sauf que là c'est beaucoup plus pensé comme un jeu. Il y a plein de petites logiques de gameplay super intelligentes, comme par exemple vous arrivez dans le premier village, vous débarquez sur place, vous commencez à parler aux gens, manque de bol, tout le monde parle arabe, dans ce coin-là du Darfour, tout le monde parle arabe, et vous, vous ne parlez pas arabe, donc vous ne comprenez rien. Et vous allez devoir fouiller le village jusqu'à ce que vous alliez trouver ce personnage qui s'appelle Amar, et qui vous dit, moi je parle four, arabe et anglais, et si vous me payez 100 $, je vous accompagnerai et je ferai la traduction pour vous. C'est ce qui s'appelle un fixeur, et ça, tous les journalistes internationaux, et particulièrement dans des zones sensibles, savent que tu ne pars pas sur le terrain sans un fixeur. Donc grâce à une logique de gameplay qui est une logique classique de blocage qu'on connaît dans plein de jeux d'aventure, on vous transmet une information qui est, quand on part sur le terrain, il faut avoir un fixeur, sinon voilà dans quelle situation vous risquez de vous retrouver. Ça et le fait de se faire enlever, de ne pas savoir où se loger, etc., etc. Il y a plein d'autres raisons qui font qu'il faut absolument avoir un fixeur, mais dans une expérience comme ça interactive, c'est assez malin d'avoir des petits mécanismes comme ça qui accordent le gameplay d'un côté et le propos de l'autre, puisque le propos de ce documentaire-là, c'est de vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on ne sait rien de ce qui se passe au Darfour, parce que c'est extrêmement compliqué pour les journalistes d'aller sur le terrain et de rapporter des informations. Après, il y a des tentatives qui ont été faites vraiment du côté complètement du jeu vidéo, donc avec sans images réelles, sans s'appuyer sur des vidéos ou des photos ou des ressources documentaires, comme par exemple le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui a fait un truc qui s'appelle Envers et contre tous, ou Against All Odds en anglais, puisqu'il existe dans plein de langues différentes. Et là, c'est un documentaire qui va vous parler du périple d'un réfugié politique, depuis le moment où il commence à avoir des problèmes avec son gouvernement, jusqu'au moment où il va être intégré complètement dans le pays d'accueil qu'il va avoir trouvé, en passant par le franchissement de la frontière, l'accueil, les premiers jours dans le pays où il arrive, etc. etc. Et donc ça, c'est 100% un jeu vidéo, avec à chaque fois il y a 12 niveaux et à chaque niveau un petit gameplay différent. C'est pas toujours très bien réalisé, c'est un peu pourri même parfois. Mais ce qui est assez sympa, c'est de voir justement toutes les étapes et d'avoir à chaque fois des ressources en plus pour avoir des liens sur chaque sujet, pour en savoir plus sur chaque sujet. C'est relativement bien conçu de ce point de vue-là. Et là, on est clairement dans une logique éducative, puisque c'est pour un public beaucoup plus jeune que les deux autres que je vous ai montrés précédemment. Et puis enfin, on arrive à du militantisme qui prend la forme de documentaire et ou de fiction, comme par exemple cette vidéo interactive que vous avez peut-être vu passer qui s'appelle 6 millions de morts, qui est une vidéo, alors je suis désolé, je vais vous spoiler, mais qui est une vidéo sur l'impact du tabac sur la population. Sauf qu'on vous présente ça comme vous êtes en train d'essayer de vous incruster dans une espèce de grand groupe pharmaceutique, vous ne savez pas du tout ce qui est produit là. Tout ce que vous savez, c'est qu'il y a une enquête à mener, et il y a des moments dans la vidéo où vous allez avoir des QTE, des Quick Time Events, vous allez devoir cliquer par exemple à droite ou à gauche, ou ramasser un objet, etc. Et vous allez comme ça mener votre enquête jusqu'à découvrir qu'en fait ce terrible produit qui tue des dizaines de milliers de personnes chaque jour, c'est pas du tout un engrais particulièrement nocif ou un produit chimique, enfin plus exactement c'est une espèce de grosse compile de produits chimiques, puisqu'il s'agit de la cigarette. Et donc, grâce à un dispositif qui est, pour le coup, quasiment de l'ordre de la fiction, on fait passer une information qui, elle, est bien concrète et qui est étayée par des chiffres, etc.
Et d'autre part, c'est extrêmement bien réalisé, c'est vraiment le truc. Bon, on m'a envoyé le lien, j'avais pas du tout le temps, j'ai regardé vite fait et je suis sorti une demi-heure plus tard en étant allé jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est vraiment super bien foutu. Donc on arrive à des choses qui, au niveau de l'expérience utilisateur, sont de plus en plus convaincantes. Voilà, après ça pose la question du fight entre les narratologues et les ludologues. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces deux concepts, mais il y a des gens qui disent qu'un jeu vidéo, c'est avant tout une histoire. Les narratologues qui vont dire que voilà, il faut que le gameplay serve l'histoire. Les ludologues vont dire mais non, pas du tout, un jeu c'est avant tout un système. Tetris ça raconte pas l'histoire et pourtant c'est un jeu exceptionnel. Et donc il y a un peu un fight entre les deux. Il y en a qui disent oui, mais si tu peux pas rejouer à ton jeu, c'est que c'est pas vraiment un jeu. Et d'autres qui disent mais si, il faut vraiment, au contraire, c'est comme ça que tu fais passer des émotions. Voilà, David Cage est un grand défenseur de la narratologie, alors que des gens comme Jesper Juhl vont être beaucoup plus du côté des ludologues. Voilà, il y en a qui vont vous dire ouais, un jeu auquel on n'a aucun plaisir à rejouer, c'est pas vraiment un jeu. Moi personnellement, je me mouille pas. Je les laisse. Voilà, dans Journey par exemple, on est dans un équilibre super entre les deux, donc il y a plein de pistes encore à explorer. À mon avis, c'est trop tôt pour être dogmatique, je pense. Et puis après, il y a une question, mais là qui vous intéresse moins, qui est sur la place de l'auteur, qui est de dire que si c'est pas moi qui contrôle linéairement mon propos, surtout dans une démarche documentaire, est-ce que je vais pas avoir l'impression d'être un peu trahi par le fait que un utilisateur peut ne pas voir tout ce que je veux lui montrer. Donc il y a des gens du côté du documentaire classique qui sont super rigides là-dessus et on a besoin d'un petit peu les évangéliser pour leur dire mais si, l'important c'est que dans l'ensemble des joueurs ou des utilisateurs, tout le monde va explorer toutes les pistes narratives, donc ça sert vraiment à ce que tu leur proposes plein de pistes narratives différentes. Et tant pis s'il n'y en a pas une seule et unique et que c'est pas toi avec ton gros zizi qui a décidé c'est moi qui ai le pouvoir sur ce que je raconte. Voilà. Il faut sortir un petit peu de ce côté un peu, j'ai l'impression en tout cas. Troisième catégorie, c'est les data games. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un truc auquel les ordinateurs sont hyper forts et auquel nous, on est très très mauvais, c'est faire des gros calculs sur plein de chiffres. Les ordinateurs, vous les entendez couiner de plaisir quand vous leur donnez des grosses bases de données. Et donc, il faut leur laisser ça. Il faut les laisser manipuler. C'est comme ça qu'ils sont contents. Par contre, ce à quoi ça peut nous servir à nous, êtres humains, c'est de mettre des énormes bases de données hyper complexes à disposition de nos petits cerveaux au nombre d'unités d'unités de calcul relativement limitées. Et ça peut être très bien fait par la médiation du jeu vidéo. Je vous donne quelques exemples rapidement. Par exemple, Budget Hero, c'est un jeu qui a deux particularités. La première, c'est d'être extrêmement moche. Donc il fait très mal aux yeux, quoi. Il faut le savoir, il faut se préparer, il faut se faire un peu de gymnastique oculaire avant de lancer une partie. Mais voilà, c'est vraiment pas beau et encore, depuis ils ont fait une nouvelle version qui est encore plus moche, je sais pas comment ils font, et il va y avoir un concours, un achievement à récupérer. Et la deuxième, c'est de réussir à vous donner une perception en quelques minutes d'un sujet extrêmement complexe qui est le budget fédéral américain. Et en plus de ça, les impacts que les différents partis politiques, des propositions des différents partis politiques sur l'équilibre budgétaire américain. Maintenant et dans une prospective à plus ou moins 20 ans. Donc, autrement dit, si on devait rédiger un article classique là-dessus, ce ne serait pas un article, ce serait un bouquin qui ferait environ 800 pages. Et là, grâce à un jeu vidéo, vous en avez une représentation qui est manipulable et compréhensible par quelqu'un qui n'a pas bac plus 25 en macroéconomie. Donc comment ça se passe ? Vous commencez par avoir les différents postes du budget américain. Par exemple, ici, la défense. Ici, l'éducation. Donc vous pouvez déjà comparer la taille du budget alloué à la défense et celle allouée à l'éducation. Ce serait probablement pas très différent en France, donc on ne peut pas trop se moquer des États-Unis. La science, etc., etc. Donc premièrement, une visualisation de données classiques. Ce sont les vrais chiffres et c'est régulièrement mis à jour, donc le rapport est réel. Et puis ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur chacun des postes budgétaires et vous allez avoir l'ensemble des propositions faites par le Parti républicain et par le Parti démocrate pour augmenter ou pour réduire les différents postes. Par exemple, vous cliquez dessus sur le budget, sur le poste de la défense et vous voyez que faire revenir les soldats d'Afghanistan 1 an plus tôt, ça ferait économiser, je ne sais pas moi, je ne me souviens plus des vrais chiffres, mais 600 millions de dollars. Alors 600 millions de dollars, ça ne vous dit pas grand-chose, mais si vous prenez cette proposition et que vous la glissez sur cette colonne qui est les cartes que vous voulez effectivement jouer, vous allez avoir la visualisation du budget qui va diminuer en fonction de ce que représente 600 millions de dollars. Donc vous allez avoir un feedback direct pour voir un petit peu ce à quoi ça correspond. Et comme ça, pour tous les postes.
Et ensuite, vous allez avoir une série d'indicateurs qui est, en gros, est-ce que votre budget est déficitaire ou excédentaire? Est-ce que votre budget est gros ou petit par rapport au budget général, puisqu'il faut savoir que le budget fédéral, c'est qu'une partie du budget, puisqu'aux États-Unis, il y a plein de choses qui ne sont pas du ressort du gouvernement fédéral, mais des gouvernements des États. À quel moment est-ce que votre budget va être dans l'impasse? Et surtout, quel pourcentage du produit intérieur brut votre dette représente-t-il? En l'occurrence, si vous êtes à 40%, vous êtes dans le rouge, et il faut savoir que les États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, ont même dépassé les 40% en ce moment, ce qui pose plein de questions de est-ce qu'ils vont être capables de rembourser leur dette. Sachant que l'objectif final de ce jeu, c'est d'arriver à un budget équilibré, et à un budget qui est équilibré non seulement en 2010, et donc maintenant en 2013, mais qu'il restera jusqu'en 2029. Ce qui est intéressant, c'est que les calculs de projection budgétaire sont des calculs faits par des économistes qui sont des gros cerveaux, qui ont modélisé ça et qui l'ont mis dans le jeu. Donc, et les chiffres sont les vrais chiffres, et les projections sont les vraies projections faites par des gens dont c'est le métier, etc. Donc vous avez quelque chose un outil à la fois de modélisation et de prédiction extrêmement compliqué, mais qui est mis à la portée de n'importe qui, et ne serait-ce que pour comprendre les différences, les rapports entre les différents postes budgétaires et les différentes dépenses possibles, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est tenu à jour, donc à chaque fois que Obama fait l'Obamacare, hop, l'Obamacare est modélisé dans le jeu, et vous pouvez vous rendre compte de quelle est la part du budget consacrée à l'Obamacare. En l'occurrence, on voit que c'est vraiment quelque chose qui coûte très cher, et on comprend pourquoi ça déclenche autant de débats outre-Atlantique. Quelque chose de beaucoup plus simple, une petite infographie animée sur les différentes performances des cyclistes. Enfin, il y avait 4 sports, 100 mètres, 110 mètres haies, cyclisme et natation, je crois. Des Jeux Olympiques, depuis les premiers Jeux Olympiques en 1896 jusqu'aux derniers Jeux Olympiques. Donc, par exemple, Jan Ullrich en 2000, etc. Et donc, vous lancez la course et vous pouvez comparer les différentes performances des cyclistes. Donc, vous voyez quelle est la différence de performance. Autrement dit, Jan Ullrich va environ 3 fois plus vite que le temps qui était fait en 1896. Donc ça, c'est dans un premier temps juste une infographie comparative. Dans un deuxième temps, vous pouvez appuyer sur les 2 flèches de votre clavier pour refaire la course et essayer de battre Jan Ullrich. Je peux vous dire que si vous n'avez pas le même fournisseur pharmacologique que lui, c'est pas forcément simple et ça fait très mal aux doigts. Donc à la fois une expérience de mise en perspective de différentes statistiques et à la fois une expérience ludique pour vous faire ressentir la dureté de l'effort sans avoir à vous lever de la chaise de votre bureau, c'est quand même pas mal. Et puis, juste un petit truc qui n'est plus en ligne malheureusement, mais qui était assez génial, qui date aussi de la campagne présidentielle américaine. C'était un truc mis en place par la campagne par le comité de Barack Obama pour décrédibiliser Mitt Romney, qui était un candidat extrêmement riche, puisqu'il a des tonnes de placements, et rien qu'en faisant rien, il gagne énormément d'argent. Loin de moi l'idée de lui reprocher, tant mieux pour lui. Sauf que l'argument du côté Obama, c'était comment voulez-vous que quelqu'un qui est aussi riche que ça puisse vous comprendre vos problèmes d'Américains. Et donc, le principe était simple. Vous rentriez une action, genre par exemple prendre une douche, vous mettiez le temps que ça vous prend. Alors moi, j'avais mis 12 minutes parce que c'était la douche du lundi matin, c'est celle qui dure 12 minutes, alors que normalement, c'est pas plus de 5 minutes, je vous rappelle. Et ils allaient piocher dans leur base de données consolidée de tout l'argent que Mitt Romney gagne en ne faisant rien, et ça générait un tweet automatiquement. Le temps qu'il me faut pour prendre une douche, Mitt Romney a gagné $2081,39 et vous pouviez partager ça hyper facilement sur les réseaux sociaux, donc quelque chose d'hyper éclairant sur le montant de la fortune de Mitt Romney et en même temps d'hyper efficace d'un côté un petit peu revendicatif. On aurait presque pu mettre ce genre de dispositif du côté des jeux éditoriaux parce que c'est très simple et très rapide. Mais en même temps, comme ça pioche dans une base de données assez complexe, je le mets plutôt du côté des data games. Parce que vous pouviez aller chercher genre l'écran plat que vous rêvez de vous offrir à Noël sur Amazon et vous postiez le lien et il récupérait ça et il disait voilà le cadeau dont je rêve à Noël et Mitt Romney doit attendre 12 secondes pour se l'offrir, par exemple. C'était un bon moyen de mettre en relation une base de données et puis le quotidien des gens. Alors, puis je fais un tout petit peu de pub pour un truc sur lequel j'ai bossé. C'était une application commandée par Radio France sur les 100 Tours de France, parce que c'était la 100e édition du Tour de France cette année. Et plutôt que de comparer les palmarès des 100 gagnants en comparant des chiffres, on se disait que c'était un peu chiant, on a fait un simulateur de course donc, qui se passait en 5 étapes
À chaque étape, on comparait la meilleure, par exemple, la meilleure vitesse moyenne de 2 vainqueurs. Là, par exemple, on a Raymond Poulidor et Carlos Sastre. La meilleure vitesse moyenne, le plus grand nombre de temps passé avec le maillot jaune sur le dos, le plus grand nombre de victoires d'étape, la plus grande avance sur le deuxième. Et à chaque étape, les 2 coureurs qui étaient comparés s'écartaient ou se rapprochaient en fonction de est-ce que leur performance était proche ou est-ce qu'elles étaient éloignées. Et à la fin, vous aviez un vainqueur, ce qui vous permettait de faire des concours de what if entre Poulidor et Lance Armstrong, entre deux coureurs qui n'avaient jamais couru à la même époque. Et on s'était débrouillé pour choisir des critères de comparaison qui faisaient que les coureurs contemporains n'étaient pas systématiquement avantagés. Par exemple, sur la vitesse moyenne, les coureurs contemporains vont beaucoup plus vite que les coureurs du début du siècle. Mais par exemple, sur l'avance sur le deuxième, les coureurs du début du siècle arrivaient souvent avec des avances de 2 ou 3 heures sur le deuxième, ce qui n'arrive plus jamais maintenant. Et donc, on s'est débrouillé pour faire un système qui avait du sens et qui faisait que ce n'étaient pas les plus récents qui arrivaient toujours premiers, quoi. On arrivait à un truc relativement équilibré en sachant que c'était Eddy Merckx, le gros boss du jeu. J'ai une question. Ouais. Vous avez donné une dimension un peu sociale à l'application Tout à fait, parce qu'à la fin de la course, tu avais un tweet généré automatiquement ou un post Facebook incroyable. Eddy Merckx a battu Laurent Jalabert dans un duel de légende sur l'application Sans Tour, et puis avec le lien. Et du coup, vous avez pu voir un peu ce que disaient les gens au sujet des trucs qui étaient postés. Ouais, ça a bien fait marrer les gens. Le problème de cette application en particulier, c'est qu'on l'a fait pour Radio France, mais c'était associé à aucune antenne. Donc c'était juste pour Radio France Nouveaux Médias, et ils sont super mauvais en marketing éditorial. Donc en gros, il n'y a pas grand monde qui a su que ce truc existait. Ils n'ont même pas parlé à la radio aussi. Un petit peu, mais hyper vite. Et tous les retours qu'on a eus étaient super bons, et même les gens qui postaient les tweets trouvaient ça vraiment bien et tout. Parce qu'il y a eu plein d'autres trucs. Dans cette appli, on a mis aussi un générateur automatique de timelapse grâce à Google Street View. On est allé sur les lieux des étapes du Tour de France les plus mythiques, genre le Tourmalet, etc. Et on a généré grâce à Street View un timelapse. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un timelapse, c'est un film image par image. Grâce à un petit plugin qui prenait une photo, qui prenait une view du Street View, toutes les 5 views, et qui faisait un petit film comme ça. Et donc on refaisait l'ascension du Tourmalet en timelapse. Grâce à ce plugin. Donc il y avait plein de trucs, sans vouloir me la raconter, c'était une application qui était cool, malheureusement qui a été relativement peu vue par les gens. Et vous savez le taux de conversion par rapport aux utilisateurs de tweets, de ce genre de choses, genre sur 100 utilisateurs, disons, qui sont allés sur l'application, combien ont tweeté ou combien ont... Peut-être qu'il y a les chiffres, hein, mais moi personnellement j'ai juste... on a eu les chiffres de fréquentation, de partage et tout, des trucs qui étaient plutôt cool. Mais après, des ratios comme ça, non, je ne sais pas du tout. J'ai fait un autre projet pour lemonde.fr où il y a eu genre des centaines de tweets et retweets parce que tu pouvais tweeter ton score. Et il y a eu au final 450 000 personnes qui ont participé grâce au côté viral. Après, j'ai pas beaucoup plus de chiffres que ça, mais c'est vrai que ces petits modules qui se partagent bien, en général, ça fonctionne pas trop mal, quoi. Donc voilà, ce genre de jeu, c'est la magie procédurale. On prend un tableau Excel et on le transforme en jeu, et ça permet à des gens qui n'ont pas de connaissances particulières sur les données de ne pas être effrayés par les chiffres, mais au contraire d'avoir quelque chose de beaucoup plus manipulable, et ça crée du sens. Et donc ça permet de mettre à disposition, et c'est même quasiment, j'irais même jusqu'à dire que c'est un outil un peu démocratique, parce que souvent, ce qu'on appelle le big data, donc les grosses données qui nous concernent pourtant dans notre vie de tous les jours, on a tendance à les garder à distance parce que on est intimidé par les chiffres. Si on laisse à l'ordinateur le soin de manier les chiffres et de rendre ça sous une forme plus humainement compréhensible, on arrive à des choses qui sont assez intéressantes. Ensuite, l'élément le plus compliqué à faire, c'est d'aller jusqu'au bout de la logique et de modéliser vraiment un système entier. Et donc de faire une simulation. Alors je ne parle pas de faire une simulation à la Flight Simulator hyper compliquée et hyper technique. Et on n'est pas là pour singer le réel, mais on est là pour faire exactement comme quand on fait un reportage. Quand on fait un reportage, on va aller sur place. On va aller par exemple en Haïti, après le tremblement de terre. On va pas rencontrer les 200 000 survivants. On va en rencontrer quelques-uns, une dizaine. Et puis on va essayer de tirer des grands cas généraux, et on va écrire un reportage en racontant ça. Puis on va aller interviewer
des gens du côté de l'humanitaire qui vont nous donner des chiffres sur leur dispositif, etc., etc. On va raconter une histoire avec ça. Faire une simulation, finalement, c'est pareil. C'est-à-dire identifier des grandes corrélations, des grands liens de cause à conséquence et les modéliser dans un univers qu'on va permettre à l'utilisateur de manipuler. On ne va pas avoir la volonté de faire quelque chose de réaliste, on va avoir la volonté de faire quelque chose qui va permettre aux gens de comprendre les grandes mécaniques qui sont à l'œuvre dans une situation en particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut qu'à la fin d'une partie, quelqu'un puisse se dire, un joueur puisse se dire, ok, j'ai compris en gros la problématique et j'ai compris les causes et les conséquences et ce qui se passe dans cette situation qui est modélisée sous forme de simulation simplifiée. Quelques exemples, justement, un jeu vidéo qui a été fait par l'UNICEF, enfin pour l'UNICEF, à propos d'Haïti. Alors ça, c'était avant qu'il y ait le tremblement de terre. Donc j'imagine que le même jeu vidéo aujourd'hui serait encore plus dur, et Dieu sait qu'il est déjà dur. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce jeu ? Vous présidez à la destinée d'une famille de 5 personnes, un papa, une maman et 3 enfants, et vous allez décider de ce que vous demandez aux gens de faire. Est-ce qu'ils vont travailler à la ville ou est-ce qu'ils restent travailler à la ferme ? S'ils vont travailler à la ville, est-ce qu'ils prennent un métier qui va être mieux payé mais plus dangereux pour la santé, ou moins bien payé mais un petit peu moins risqué ? Vos enfants, est-ce que vous les faites travailler aussi ou est-ce que vous les envoyez à l'école ? Si vous les envoyez à l'école, est-ce que vous les mettez dans l'école privée qui est de meilleure qualité mais qui coûte plus cher ? Ou est-ce que vous les envoyez à l'école publique ? Etc. etc. Et donc vous avez, c'est de la gestion de ressources. Vous avez une première ressource qui est le nerf de la guerre, qui est l'argent. Et puis vous avez d'autres ressources qui sont votre bonheur, votre niveau d'éducation et votre santé. Et à partir de là, vous allez devoir essayer de marcher sur la corde raide pour rester dans un équilibre et pour arriver à passer à travers 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc 4 années de ces 4 saisons. Et en plus, il va y avoir des éléments imprévus, comme par exemple un typhon qui arrive et qui arrache le toit de votre maison. Comment est-ce que vous faites est-ce que vous avez réussi à mettre de l'argent de côté pour pallier à cette urgence, etc., etc. Donc évidemment, on n'est pas dans la réalité et on ne prétend pas être dans la réalité, on ne prétend pas être dans la réalité tout ce qu'elle peut avoir d'aussi complexe. Mais par contre, quand on joue à un jeu comme ça, quand on se plonge dans cette simulation, ce que je viens de vous décrire, on le comprend juste par le jeu. On comprend que tout le monde ne peut pas aller à l'école dans une famille parce que économiquement, c'est pas viable, mais que s'il y en a un qui va à l'école et qu'il arrive après à avoir un niveau de qualification supérieur, il va pouvoir prétendre à un boulot qui va gagner plus d'argent et qui va éventuellement pouvoir sortir sa famille de la misère. On comprend aussi que se soigner, ça coûte de l'argent, mais ne pas se soigner, ça peut avoir des conséquences dramatiques parce que du coup, si jamais on meurt, le reste de la famille a une paire de bras en moins pour gagner de l'argent et ça pose vraiment des problèmes économiques. Donc on est vraiment sur une modélisation de système avec des causes et des conséquences qui parle d'un sujet d'une manière complètement différente que le ferait un article ou un reportage, mais vraiment assez immersive et qui peut vraiment vous faire comprendre en profondeur les causes et les conséquences et les enjeux d'une situation donnée. C'est exactement ce qu'on a essayé de faire avec Primaire à gauche, le jeu qu'on a fait pour lemonde.fr. Et donc là, on s'est dit, on veut faire un jeu sur la primaire de 2011, donc on va essayer d'analyser les mécanismes de cette primaire. On s'est penché sur la primaire en 2007, et on s'est rendu compte que, grosso modo, si on devait décrire l'action des politiques dans le cadre d'une primaire, on pouvait la décrire de 2 façons, sur le fond et sur la forme. Donc sur le fond, on s'est rendu compte qu'il y avait grosso modo 8 orientations politiques possibles, c'est-à-dire parler d'écologie, parler d'économie, parler de société, parler d'international, etc., etc. On en a identifié 8 comme ça, qui étaient les orientations politiques sur le fond. Et puis sur la forme, la façon dont les politiques font de la politique, on s'est rendu compte qu'il y avait 5 grandes familles qui étaient, est-ce que vous allez miser sur les médias, donc faire parler de vous, vous faire connaître, etc. Est-ce que vous allez miser sur le parti, l'appareil politique, les ressources qui sont à votre disposition? Est-ce que vous allez miser sur les nouvelles idées, sur le grassroots, donc le militantisme local, genre le tracté sur les marchés et compagnie, ou est-ce que vous allez miser sur les coups bas et donc vous attaquer directement à vos adversaires pour les décrédibiliser? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça existe aussi, donc c'est pas parce que c'est pas très glorieux qu'on n'allait pas en parler dans notre jeu. Et donc grâce à cette matrice qu'on avait entre le fond et la forme, on a décrit l'intégralité du paysage politique de la primaire en 2011 en faisant chaque personnage, en lui attribuant
une composante de fond et une composante de forme. Et après, vous, en tant que personnage, vous aviez vous-même 2 composantes de forme et 3 composantes de fond. Et c'était à vous de recruter les différents alliés en fonction du fond et de la forme que vous privilégiez pour avoir la campagne la plus cohérente possible. Et en fonction de votre cohérence et de la promptitude avec laquelle vous opposiez vos arguments aux arguments de vos adversaires, bah, vous pouviez gagner ou perdre des intentions de vote jusqu'au jour du vote final. Et au final, est-ce que vous étiez désigné par votre parti comme candidat ou pas? Il y avait plein de problèmes et plein de défauts de conception. Un des problèmes, c'était le temps réel. On a fait ce jeu en temps réel, ce qui fait qu'en fait, ça allait beaucoup trop vite et que les gens n'avaient pas le temps de réfléchir et qu'ils essayaient de vite dire plein de choses pour gagner des points. Et donc, une des choses que j'ai tendance à faire maintenant, c'est de faire du tour par tour quasiment systématiquement, parce que le temps réel, quand on veut vraiment faire réfléchir les gens sur les systèmes et les mécaniques à l'œuvre dans les systèmes, c'est trop stressant en fait. Donc, j'ai tendance à quasiment plus penser à mes jeux en temps réel et faire quasiment que du tour par tour. Bonjour. Voilà, ensuite, un dernier exemple. Enfin, en fait, il y en a deux exemples, mais je vous parle juste de celui-là particulièrement parce que il est hyper clair sur ce que c'est que, comment est-ce que l'utilisation de variables peut être éclairante sur une situation réelle. Donc c'est Climate Challenge, c'est un jeu qui a été fait par la BBC il y a quelques années maintenant, et qui vous met à la tête d'une hypothétique Union européenne qui aurait du poids politiquement. J'aime autant vous dire que ce n'est pas la vraie Union européenne, c'est une autre, une Union européenne de rêve. Donc vous êtes le président de l'Europe, et vous allez pouvoir prendre des décisions en sachant que votre but, à terme, ça va être de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, vous avez plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, votre budget, qui est sur cette ligne ici. Deuxièmement, l'énergie, donc la production d'énergie ou le coût en énergie de chaque action. Troisièmement, la nourriture. Est-ce que l'action que je vais faire va me rapporter de la production agricole ou va m'en coûter? Quatrièmement, l'eau potable. Pareil, est-ce que chaque action va me rapporter de l'eau ou va m'en coûter? Et cinquièmement, les émissions de gaz à effet de serre, qui est un peu la méga variable que vous allez vouloir faire baisser à terme, et peut-être que vous allez devoir prendre des chemins détournés pour au final la faire baisser. Et la dernière variable étant votre popularité. Si vous prenez des mesures qui sont hyper bonnes pour faire baisser les émissions de CO2, mais qui sont hyper impopulaires, bah juste vous ne serez pas réélu et vous ne pourrez pas continuer votre super programme. Et donc il y a comme ça 5 tours, c'est des tours de 10 ans, entre 1990 et 2040, si je me souviens bien. Et votre but, au final, ça va être de réduire quasiment à néant les émissions de gaz à effet de serre. Et à chaque tour, vous pouvez jouer 6 actions, et chacune des actions a des effets sur une ou plusieurs des variables. Par exemple, ici, si je veux faire un projet de logement qui coûte pas cher, bah ça va me coûter de l'argent parce qu'il va falloir que je les construise. Ça va me coûter en énergie parce que les logements pas chers, en général, sont mal isolés. Ça va me coûter en eau parce qu'en général, les logements pas chers, il y a des fuites dedans et ça consomme de l'eau. Et en plus, ça va produire du CO2. Alors vous allez me dire, mais quel intérêt de jouer cette carte-là? Bah, c'est que c'est très bon pour la popularité. Donc si vous êtes en mal de popularité, à ce moment-là dans le jeu, ça peut être intéressant. Mais d'autres cartes vont être beaucoup plus intéressantes. Par exemple, investir dans les infrastructures de distribution d'eau. Ça va vous faire économiser beaucoup d'eau. Là, on ne le voit pas parce que la carte est au deuxième plan, mais ça va vous coûter cher, mais ça va vous faire économiser beaucoup d'eau. Promouvoir des fermes éoliennes coopératives, ça ne va pas vous coûter très cher et ça va produire un petit peu d'énergie, pas beaucoup, etc. Donc, tout ce jeu, c'est uniquement la gestion multivariable avec, au final, un objectif qui est de faire baisser cette variable-là, qui est la plus compliquée à faire baisser. Et sur le court terme, vous n'aurez aucune mesure qui vous permettra d'agir directement sur cette variable. Mais il faudra sur le long terme jouer des cartes qui vont ensuite vous donner accès à d'autres cartes plus puissantes qui au final, par exemple, vous allez commencer à mettre un petit parc éolien et au tour d'après, puisque vous avez joué le petit parc éolien, vous allez pouvoir jouer le gros parc éolien qui va faire radicalement diminuer les émissions de gaz à effet de serre, etc. etc. C'est possible à gagner? Oh ouais, c'est possible. Ouais, eux, ils sont optimistes. Parce qu'après, c'est une boîte qui s'appelle Red Redemption qui a fait ce jeu-là. Et après, ils ont sorti un jeu qui s'appelle Fate of the World, qui, je vous en ai peut-être entendu parler, c'est un vrai jeu commercial qui est sorti vraiment dans le commerce, et qui, lui, est vraiment réaliste, et lui, il est quasiment impossible à gagner, quoi, ce qui est un peu déprimant. Donc, bon. Mais celui-là, oui, il est relativement... Enfin, il n'est pas facile, mais relativement possible de gagner. Là, en parlant des jeux comme ça qui sont hébergés par des sites de presse, des choses comme ça, ou des jeux commerciaux, comme tu dis, ouais.
est-ce que justement vous qui êtes un peu à la marge, les gens qui font des jeux, des news game, est-ce que vous auriez un intérêt à ce que les journalistes ou ce qu'on appelle les testeurs de jeux, ils vous testent, ils parlent de vous à l'image des jeux AAA ou même des indés comme on en parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui justement qu'ils n'en parlent pas trop? Et quel est votre intérêt à vous? Comment tu vois ça en fait? En fait, c'est marrant que tu poses cette question parce que justement, le premier jeu à avoir vraiment expérimenté dans cette voie, c'est Typewriter qui est sorti il y a 2 semaines. Typewriter, c'est un vrai jeu vidéo testé vraiment par la vraie presse vidéoludique, d'ailleurs relativement bien, ils ont eu plutôt des bonnes notes, mais c'est un jeu documentaire dans lequel tu as vraiment un propos, alors je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un news game, parce qu'on est loin des news, mais on est vraiment on apprend vraiment quelque chose de la vraie vie autour de soi. Et donc voilà, mais le problème de Typewriter, enfin c'est pas vraiment un problème, mais ça a coûté très très cher à faire. Le budget total c'est 450 000 € je crois. Et donc ils sont quasiment condamnés à avoir ce modèle économique derrière. Nous on est plus sur un mode de production de l'info qui est sur des budgets qui sont beaucoup plus restreints, mais qui ont le modèle économique des sites d'info, donc financé par la pub, financé par éventuellement les abonnements, etc. Pourquoi est-ce que les testeurs du coup s'intéressent pas à vos jeux comme des jeux qui sortiraient sur des plateformes plus classiques? En fait, on est le cul entre deux chaises. On a d'un côté les journalistes qui disent « Ah mais putain, faire de l'info avec des jeux vidéo, c'est des conneries, et les jeux vidéo c'est un truc pour les adolescents attardés. » Voilà, bon, sympa. On essaie d'évangéliser, ça commence à venir. Et de l'autre côté, on a les ayatollahs du jeu vidéo qui disent « Ouais, mais le jeu vidéo c'est cool parce que c'est pour le divertissement, il ne faut pas essayer de faire du sérieux avec ça, machin et tout. » Et donc, parfois, Canard PC par exemple, il y a un journal que j'adore, auquel je suis abonné depuis une éternité, ils ont écrit un article sur Primaire à gauche, c'était genre 1 an avant sa sortie, pour dire « Ah bah ça va être nul », tu vois. Le monde se met aux jeux vidéo, ça va être forcément nul quoi. Avant même que vous leur faisiez Ouais, tout à fait. Alors après, moi j'ai envoyé un mail aux mecs que je connais, et je leur ai dit « Mais attendez, les gars, soyez pas obtus. » Et non, mais en fait, ils étaient dans un truc, non, le jeu vidéo, c'est du divertissement, donc c'est... Et quelque part, bon, je peux comprendre qu'ils aient ce point de vue, mais je le partage pas du tout, et je trouve ça un petit peu narrow-minded, quoi, mais bon, ça me paraît pas non plus... ça me paraît hyper conservateur, mais c'est un truc qui existait déjà dans plein d'autres médias, tu vois, par exemple, quand la bande dessinée a commencé à sortir du cadre de la bande dessinée franco-belge, narration fictionnelle, machin, ça a fait grincer beaucoup de dents. Et quand Art Spiegelman a sorti Maus, il y a plein de gens qui ont dit « Ah ouais, mais attends, on parlait des camps de la mort en BD, s'il te plaît, quoi. » Et en fait, maintenant, Joe Sacco fait des reportages en BD avec l'armée américaine. Non seulement ça choque plus personne, mais en plus, les gens reconnaissent qu'il apporte quelque chose par le fait de pouvoir être en BD juste avec un crayon et un dessin et tout, au niveau visuel, au niveau de la composition des images, etc., qui ne pourrait pas exister autrement. Donc je pense qu'il y a une phase de prise en... Ouais, ça va venir, quoi. Espérons, ouais. Si ça vient pas, bah tant pis. Hein. Ce que j'ai vu pourtant, moi je suis, c'est peut-être pas la force, mais je suis jeuxvideo.com, Ouais. et j'ai vu qu'ils avaient fait un gaming live sur un jeu politique comme ça, mais qui était, vraiment là c'était pathétique pour le coup, c'était fait par un studio de jeux classique, mais ils avaient fait un jeu vraiment nul sur les élections. Ouais. Et du coup je me dis c'est bizarre qu'ils boycottent les jeux faits par des gens de la presse ou des gens en dehors du milieu du jeu, mais par contre ils soutiennent les gens de l'industrie en parlant de jeux qui ont vraiment pour le coup aucun. Après, je pense qu'ils ne les boycottent pas, mais c'est plutôt une question de circuit de distribution. Par exemple, c'est relativement rare, c'est relativement récent de voir les jeux en flash ou les jeux browser testés. Alors que pourtant, moi, en tant que joueur, dans la liste des 10 trucs les plus créatifs en game design que j'ai vus ces 10 dernières années, il y en a 8, c'est des jeux en flash. Et pourtant, dans les magazines, il n'y a pratiquement plus de magazines de jeux vidéo, mais dans les sites de jeux vidéo, tu vois quasiment jamais de jeux en flash testés. Il faut aller sur des sites genre Jay's Games ou un truc comme ça, qui sont spécialisés dans le jeu en flash, alors que c'est con, c'est des labos incroyables, quoi. Super Meat Boy, c'est d'abord un jeu en flash, il y a plein de trucs comme ça qui sont un peu étranges, mais bon, voilà, les choses changent et les gens mettent du temps à s'adapter. Voilà, il y a même des jeux sur le conflit armé en Syrie en ce moment, et ça c'est un jeu qui est super intéressant à jouer et qui
qui a fait grincer pas mal de dents. Il a été banni de l'App Store, par exemple, parce que Apple ne veut pas qu'on fasse des jeux sur le réel, parce qu'ils trouvent que les jeux, c'est bien pour le divertissement, tu vois. Ils sont un peu sur cette position-là. Ils ont dû refaire le jeu en l'appelant Endgame Eurasia, pour pas parler de la Syrie, alors que c'est exactement le même jeu, quoi. Ça en est un peu faux cul. Mais ce qui est intéressant, c'est que le jeu vient d'une analyse de la situation, qui est une analyse journalistique, et il est mis à jour en fonction des développements de l'actualité. Notamment, en ce moment, il y a toute une phase de fractionnement de l'opposition syrienne, qui est reflétée maintenant dans le jeu, alors que ça n'y était pas au moment de la sortie. Donc voilà, les possibilités limites du recours à une simulation, on n'est pas là pour faire semblant d'être dans le réel, on est là pour montrer par les règles des éléments de la réalité, mais on n'est pas là pour faire comme si on était en train de singer le réel. Et après, ce qui est cool dans une simulation faite pour parler de l'actu, c'est qu'on peut revenir aux bases du jeu vidéo, c'est-à-dire le hacking, pas dans le sens piratage, genre je vais rentrer dans le site de la NASA, mais dans le sens bidouillage. C'est ce qu'on a fait nous avec Primaire à gauche, puisqu'on avait un devblog en même temps que le jeu, où on disait aux gens, si vous pensez qu'on a oublié des personnages ou des actions, venez nous proposer d'en rajouter. Et les gens nous ont proposé plein de personnages et plein d'actions à rajouter qu'on a ensuite mis dans le jeu parce qu'on avait externalisé donc toute la partie techno, c'était dans un XML et tu rajoutais une ligne dans l'XML, ça créait un personnage automatiquement dans le jeu. Et donc voilà, on a ouvert même le système de simulation pour permettre aux gens de le manipuler eux-mêmes, ou alors par notre entremise, mais limite, s'ils avaient eu des connaissances techniques, ils auraient pu se débrouiller eux-mêmes pour le faire. Non, mais c'est bien, c'est bien. Du coup, vous avez utilisé quel pool, entre guillemets, de personnes quand vous avez cherché les gens, c'était des gens... C'était les utilisateurs. Une fois que c'était en ligne, en fait. Non, c'était une fois que c'était en ligne, Ouais, dans la splash screen du jeu, il y avait le lien vers le blog, et quand tu finissais une partie, il y avait le lien vers le blog aussi, pour dire voilà, venez en discuter et tout, machin. Vous avez... j'ai oublié ce que je poserai la question. D'accord. Non, pas de souci. Et enfin, une dernière catégorie, on va aller très rapidement là-dessus parce que c'est encore relativement expérimental, mais c'est celle des jeux pervasifs. Donc pervasif, c'est un anglicisme. Ça vient de pervasive, qui veut dire qui déborde en fait, qui envahit la vraie vie. Donc c'est toute la tendance qu'on a évoquée rapidement tout à l'heure des transmédias, de l'ARG, Alternate Reality Game, et tout ça. Donc c'est des jeux qui vont s'incruster, qui vont vous demander de faire des recherches Google, d'aller chercher des vrais trucs dans Google Maps, qui vont vous envoyer des mails, des SMS, qui vont vous demander d'utiliser Facebook, etc. Et qui vont un petit peu mélanger le réel et le virtuel, dans le but, quand c'est des jeux pour le divertissement, de vous raconter une histoire, bah c'est bon, on a de la bière, tout va mieux. Et par contre, quand c'est des jeux journalistiques, ça va être plutôt d'avoir un vrai point de vue sur le monde qu'il y a autour de vous. Par exemple, donc là c'est pas vraiment un jeu journalistique, donc on va passer parce qu'on est un peu pressé et que ça fait longtemps que je parle. J'ai pas du tout gardé d'œil sur la montre, je sais pas, on a probablement dépassé les 45 minutes, mais bon. Un jeu qui, par exemple, voilà, World Without Oil, c'était un ARG qui proposait aux gens de vivre un scénario dans un monde où le pétrole devenait de plus en plus cher. Donc comment ça se passait ? Vous alliez sur un site, et chaque semaine sur ce site, il y avait une nouvelle info, comme un flash d'infos, qui vous disait, voilà, aujourd'hui, le gallon de super est passé à 15 $, le gallon. Donc, alors actuellement, je ne sais pas à combien est le gallon de super, mais ça doit être quelque chose comme 2 ou 3, un truc comme ça. Donc voilà, maintenant ça coûte 15 $, donc quel impact ça a sur vous, sur votre quotidien ? Et la communauté des participants devait réfléchir à ça, et ensuite pouvaient participer comme ils voulaient. Ils pouvaient envoyer un tweet, un post Facebook, un post sur leur blog, faire un vidéoblog, prendre des photos, se mettre en scène, exactement comme ils voulaient. Ils devaient participer à une base de données de comment est-ce que les gens font pour adapter leur vie quotidienne à ce monde qui est en train de changer. Aujourd'hui, le pétrole coûte beaucoup trop cher pour qu'on fasse de la chimie du pétrole avec, donc il faut qu'on se passe du plastique. On ne peut plus utiliser le plastique. Qu'est-ce que ça change pour vous dans votre vie quotidienne ? Etc. Ouais, c'est un peu chaud le plastique, là. Ça commence à devenir tendu, là. Et donc, il y a plein de gens qui ont participé comme ça. Par exemple, il y a un mec qui habitait dans un petit village et qui a dit, bon, bah ok, voilà, 15 $ le gallon pour le super, ça coûte beaucoup trop cher pour qu'on puisse en mettre dans notre bus scolaire. Et donc, on ne peut plus faire le ramassage scolaire. Et donc, il avait un âne dans son village. Il a sorti son âne et sa charrette. Et il s'est filmé en train de faire le ramassage scolaire de son village avec son âne et sa charrette et les gamins du village qui se mettent derrière dans la charrette. Et il a vraiment fait... Comment ?
Ouais, ils ont kiffé, bien sûr. Ouais. C'était assez drôle, la vidéo et tout. Il a vraiment fait le ramassage scolaire de son village avec son âne et sa charrette en disant voilà à quoi on en est réduit. Putain, si on avait pensé à la question plus tôt, si on avait fait plus gaffe et tout, machin. Et donc, une grosse communauté, donc 1800 joueurs, quand on voit le niveau d'implication nécessaire, c'est quand même beaucoup, dans 12 pays. Et ça, tout ça parce que, voilà, réfléchir à un vrai problème du quotidien et aux éventuelles solutions plus ou moins crédibles qu'on peut avoir ou aux éventuelles implications de ce problème, bah ça a motivé des gens qui se sont vraiment un petit peu secoués les puces pour participer à l'aventure. Tout ça a été compilé dans un site qui est assez sympa. Et évidemment, on ne laissait pas les gens dans leur désespoir. On leur disait à chaque fois un retour sur voilà, les progrès scientifiques ou les gestes que vous pouvez faire pour essayer de remédier à ces différents problèmes. Et le plus général étant qu'il faut juste apprendre à se passer du pétrole et de toutes les autres ressources finies comme les gaz de schiste ou les conneries comme ça, et essayer d'utiliser d'autres ressources qui sont plus durables comme le nucléaire par exemple. Non, je déconne. Donc voilà. Et après, il y a quand même quelque chose de génial aujourd'hui avec les internets, c'est le fait qu'il y ait des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de gens qui sont prêts à aider les journalistes dans leur démarche du quotidien, pour peu qu'on leur donne les moyens et que ce soit relativement simple. Et donc c'est ce qu'a fait le Guardian, donc le Guardian qui est le premier quotidien britannique, parce qu'ils ont reçu un jour, ils ont demandé et obtenu de la part du gouvernement d'avoir les scans, enfin d'avoir accès aux comptes des membres du Parlement, parce qu'à chaque fois que les membres du Parlement, donc les députés anglais font une dépense où ils engagent les frais de l'État, ils sont obligés de remplir des bons où ils disent voilà pourquoi est-ce que j'ai besoin de telle somme pour faire quoi, etc., etc. Sauf que évidemment le gouvernement s'y est plié de mauvaise grâce et leur a livré des scans en PDF tout pourris des documents officiels, donc pas numérisés, on ne pouvait pas faire de recherche dedans, c'était complètement inutilisable, sauf à passer des heures et des heures à la main feuilleter tout ça. Et donc ils se sont dit ok, on a possiblement une mine d'or d'informations, et en même temps, on n'a absolument aucun moyen de consacrer des centaines d'heures nécessaires au fait de... Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va en faire un jeu, et on va demander aux gens de participer avec nous à cette entreprise. Et donc, ouais, c'était bien pensé. Donc, ils ont mis en place, je crois qu'il y avait 10 000 documents, ou peut-être même 100 000, enfin une somme énorme de PDF. Ils ont fait un lecteur de PDF, dans lequel ils ont fait ce petit dispositif. Donc, qu'est-ce que c'est, ce document ? C'est un claim, donc je vais faire une dépense. C'est une proof, donc une facture. C'est juste rien, c'est genre une dernière page de document ou un truc illisible. Ou c'est quelque chose que nous, les journalistes de Guardian, on n'avait pas envisagé qu'il puisse y avoir dans cette base de documents. Donc toi, en tant qu'utilisateur joueur, bah, tu regardais le document, tu cliquais sur le bouton. Et ensuite, est-ce que, à mon avis, moi, citoyen, lecteur du Guardian, est-ce que c'est intéressant ou pas ? Donc non, c'est pas intéressant, laisse tomber, c'est vraiment... voilà. Ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant là-dedans, vous devriez y jeter un coup d'œil. Et donc ils ont mis ça en ligne, et ils ont eu une espèce de participation de ouf de la part de leur communauté, mais vraiment de ouf, quoi. Ils ont réussi à passer l'intégralité de leur base de données de fond en comble en quelques jours, et en plus recoupé parce que, évidemment, pour éviter les trolls, chaque document était soumis à plusieurs joueurs et ensuite les bases de données étaient comparées. Si 5 personnes te signalaient que le document n'était pas intéressant, bah, il était écarté. Mais si sur ces 5 personnes, il y en avait 3 qui disaient que c'était intéressant, bon ok, on jetait un coup d'œil. De la même manière, si une personne déclarait qu'un document était intéressant et 8 autres déclaraient qu'il n'était pas intéressant, il était écarté. Comme ça. Et donc grâce à ça, ils ont réussi à extraire la substantifique moelle de l'information de ces documents, notamment par exemple un député du Yorkshire qui avait fait construire un abri pour les cygnes, pour ses cygnes, au milieu de son lac personnel, de sa maison, aux frais de la princesse, ou plus exactement aux frais de la reine, et des tonnes de trucs d'abus de biens publics comme ça, auxquels les députés et les membres de Parlement ont dû répondre, et qui serait passé complètement inaperçu si jamais il n'y avait pas eu ce travail journalistique qui avait été fait grâce à ce dispositif. Donc c'est la même genre de mécanique que des trucs comme Foldit, dont vous avez peut-être entendu parler,
qui est un jeu qui a permis de résoudre en 15 jours une énigme scientifique sur laquelle des scientifiques butaient depuis 15 ans, qui était une histoire de la façon dont les protéines sont pliées. C'était super génial parce que grâce à 100 000 joueurs, voilà, en 15 jours, ils ont réussi à trouver la solution à ce problème scientifique. Mais donc ça s'est appliqué au journalisme, et donc au journalisme forcément un petit peu démocratique et citoyen, ou à la prospective, comme on a vu avec l'exemple de World Without Oil. Donc c'est des jeux qui permettent d'engager le débat, d'éventuellement... c'est des jeux d'empowerment aussi qui redonnent aux citoyens la possibilité d'avoir un poids sur l'actualité. Et puis une autre considération qui peut être importante, c'est pour le journalisme local, donc spécifique à l'action locale, c'est des jeux qui peuvent aussi renforcer le lien social. Voilà, il y a beaucoup d'actions locales qui sont menées par exemple sur la construction d'un nouveau centre universitaire en plein milieu d'une ville ou l'aménagement de la voirie, etc. Quand vous êtes journaliste local, ça peut être intéressant d'impliquer vos utilisateurs grâce au jeu pour avoir leurs sentiments, leur point de vue et et faire remonter ça en tant qu'information sur votre site internet. Voilà, on a fini, je crois, sur ces 5 grandes familles de news games. Donc vous voyez qu'au niveau créatif, il y a quand même pas mal de choses à faire. Maintenant, si vous voulez, on peut passer un petit peu de temps à essayer de réfléchir à des idées de news game. Ou alors, d'abord, peut-être vous avez des questions. Moi, j'ai beaucoup parlé, j'ai très soif. Mais si vous voulez me poser des questions, vous êtes de profil un peu varié, mais plutôt technique. Donc, je ne sais pas, est-ce que ça vous évoque des réflexions, des questions? Ne vous laissez pas tout seul. Sur la question que Alexandre posait tout à l'heure sur le fait qu'on ne parle pas forcément beaucoup de ces jeux dans la presse et compagnie, il y a un regroupement peut-être à faire avec la situation qu'il y avait vu Aurore Digital avec le jeu sur la série, le fait qu'il soit fait censurer immédiatement par Apple, et que c'est pareil quand on regarde par exemple les technical requirements de Sony, de Nintendo, de Microsoft, qui sont quand même très regardants sur le contenu. Et à partir du moment où c'est vrai que quand ça sort du domaine du divertissement ou du jeu plus traditionnel, il y a très vite une levée de bouclier qui fait que c'est pas forcément aisé de sortir là-dessus. Et du coup, en conséquence, vu que ça sort pas chez les gros éditeurs, peut-être que la presse ne s'y intéresse pas non plus pour ce genre de raisons. Alors je ne suis pas sûr en fait, parce que il y a la question de l'App Store, qui est une question véritable. Par exemple, Typewriter a vendu, c'est un rapport de 1 à 10 entre iOS et Android. Donc pour 10 jeux vendus sur iOS, ils ont vendu un seul sur Android, alors que le rapport d'équipement est l'inverse. Il y a 10 fois plus de personnes qui ont un Android qu'un... Donc c'est un peu déprimant, quoi. C'est du coup un rapport de 1 à 100, ce qui est quand même relativement flippant. Et donc évidemment c'est un problème, mais ceci dit c'est le seul problème, dans le sens où tu parles de Aurore Digital, ils distribuent sur PC, sur Mac, sur Android, ils peuvent distribuer sur Steam, etc. sans trop de problèmes. Il y a ce problème d'Apple qui est un problème sans en être un, c'est-à-dire que c'est quand on est sur le terrain du politiquement difficile à défendre que ça devient vraiment un problème. Les jeux sur la série, il y a plusieurs exemples. Il y a un jeu qui s'appelait Sweatshop, qui était un jeu sur les ateliers de misère. C'était une espèce de jeu de production, de management de la production, sauf qu'au lieu de manager genre des sushis ou des trucs comme ça, vous managiez un atelier de misère, donc vous deviez fouetter les gens, les affamer, etc. pour augmenter la productivité. C'était un jeu fait par PBS, super intéressant parce que hyper acide dans son contenu, alors que hyper abordable et dans son gameplay, dans son graphisme. Et donc ça faisait vraiment réfléchir, c'était plutôt pour un public relativement jeune, ça faisait vraiment réfléchir les enfants sur je veux des Nike, ok, bah tu veux des Nike, bah juste sache que voilà, pour un truc de consommation qui est de l'ordre du jeu, du divertissement, du fun et tout machin, ou des jolies chaussures, voilà les conséquences de ta demande ouais, je dis ça, j'ai des Adidas, donc c'est pas beaucoup mieux. Mais voilà, il y a eu plein d'autres jeux qui ont été comme ça, un peu sur lesquels le couperet d'Apple est tombé, et c'était intéressant. Les jeux de la Mollet Industria, la Mollet a fait un jeu qui s'appelait Phone Story, dans lequel vous deviez apprendre à sauver des ouvriers de Foxconn qui sautaient par la fenêtre, à fouetter des gens qui
qui est en train de miner du coltran quelque part dans le nord du Niger, etc. Et ben ouais, d'accord, c'est un jeu qui est hyper cynique, c'est vrai. Mais c'est un jeu qui tourne sur un iPhone, et l'iPhone, ce que vous avez dans votre poche, il est le produit de ce cynisme. Donc ce que disait Paolo Pellercini, c'était, voilà, ces mecs me reprochent d'écrire une situation qui est highly questionable content, et c'est vrai, mais ce content highly questionable, votre téléphone, il en est la représentation beaucoup plus que mon jeu, puisque mon jeu, c'est juste une illustration du cynisme que vous avez à vendre votre téléphone, quoi. Donc, au-delà du fait que tu n'arriveras jamais à faire changer Apple d'avis, ce sera eux qui décideront un jour de changer d'avis ou pas, mais tu pourras argumenter tant que tu voudras, tant que la guideline est celle-là, tu ne pourras jamais le contourner. Finalement, de toute façon, les médias, ils ont encore relativement peu investi le champ de l'app pour un propos particulier. C'est-à-dire que tous les médias ont leur app, Le Monde a son app, FTVI a son app, le Slate, n'importe quel média a son app, mais c'est une app qui est une app de flux et qui va juste transmettre le flux qu'il y a sur votre site. Et donc à partir du moment où c'est une app de flux, si vous mettez dedans un moteur de mini-news game, de quiz, d'histoire dont vous êtes le héros et tout, Apple ne va pas aller voir si dans votre jeu vous parlez d'un sujet sérieux, etc. Elle ne va pas vous empêcher de faire ça, quoi. C'est vraiment une question de comment est-ce que vous présentez les choses en tant que caution. Une fois que votre app est validée, vous pouvez aller d'un côté un peu plus ludique. Et puis d'une manière générale, on est beaucoup plus sur des dispositifs en web-based, donc ça va être des jeux en HTML5 qui vont être présents sur le site internet et visibles sur les tablettes, etc., mais qui n'auront pas forcément besoin des canaux de distribution classiques de distribution du jeu vidéo pour être connus. Par exemple... De toute façon, iOS, c'est pas une nécessité pour vous, dans le sens où... C'est ça. A priori, vos applications sont gratuites et accessibles à tous. Voilà. Vous pouvez les faire en web-based. Je pense qu'on a beaucoup plus de problèmes à... Mon problème, c'est beaucoup plus de faire comprendre aux journalistes quelles sont les spécificités du jeu vidéo en tant que médium et qu'est-ce que tu peux faire journalistiquement avec un jeu vidéo que tu ne pourras pas faire avec la photo, l'écrit, machin. Par exemple, représenter des systèmes et les donner à manipuler à tes utilisateurs et leur faire comprendre des choses comme ça que tu ne pourras pas leur faire comprendre autrement. C'est beaucoup plus compliqué de faire comprendre ça qu'autre chose, qu'un problème de validation d'Apple ou un truc comme ça. C'est par exemple le problème qu'ont eu les gens qui ont commencé à vouloir faire du journalisme en vidéo. La BBC, au départ, ne voulait pas entendre parler de la... Enfin, au départ, je parle des années 50. Ne voulait pas entendre parler de la vidéo parce qu'elle avait peur que ça décrédibilise l'information. Que le fait des images animées, ça bouge, les gens ne vont pas pouvoir se concentrer, ça va décrédibiliser. Aujourd'hui, ça nous paraît drôle, mais c'était vraiment une question à ce moment-là. Mais c'est l'histoire des médias en général. Le cinéma, ça a été considéré longtemps comme un art forain et pas autre chose, quoi. Que c'était bon pour les fêtes foraines, pour les bonimenteurs, il fallait jouer du piano en même temps et les gens faisaient plein de conneries dans la salle et ça ne pouvait pas être autre chose. Maintenant, le cinéma, depuis la nouvelle vague, on sait que tu peux faire des choses extrêmement ambitieuses en termes artistiques par le cinéma. Donc je pense qu'il y a une évolution à avoir. Mais quand je vais intervenir dans des écoles de game designers, c'est aussi pareil, quoi. Ils sont un peu formatés par... le jeu vidéo AAA, et ils me disent « Ah, c'est intéressant ton truc et tout, mais nous, on veut faire des Medal of Honor. » Alors, pourquoi pas, mais c'est juste un petit peu voir les choses par peut-être un bout un peu étroit de la lorgnette, quoi. J'ai l'impression que c'est bien d'essayer de réfléchir à des formes un peu plus... Je sais que vous avez vu d'autres gens comme David Calvo, par exemple, il est un peu sur... ça n'a rien à voir avec l'actu, lui, il est beaucoup plus sur la poésie, sur l'imaginaire, sur le fantasmagorique, etc. Mais c'est pareil, c'est pas un truc qui va faire vendre des millions de dollars ou qui va attirer des milliards de gens. N'empêche que c'est une piste qui est hyper intéressante, je trouve. Le tout, c'est qu'on soit une masse critique un tout petit peu satisfaisante de gens intéressés, parce que sinon, ça ira jamais plus loin que les quelques... Mais globalement, il y a de plus en plus de médias qui investissent les news games, ne serait-ce que parce que sur Internet, en fait, il y a le ludique est partout, quoi. Twitter, l'app Twitter sur smartphone, elle est hyper ludique, quoi. Le fait d'avoir des followers, je gagne des followers, j'ai un score et tout. Facebook, c'est hyper ludique, tu as du feedback tout le temps. Dès que tu as un nouvel ami, dès que tu as un nouveau post, tu as un petit truc rouge qui te l'indique et tout.
Tout ça, c'est des mécaniques ludiques qui sont... Les mecs ont été hyper bien inspirés de les reprendre à leur compte et puis les appliquent hyper bien au marketing. Je me dis qu'il faut que les journalistes les appliquent. On me dit souvent, tu fais de la gamification. Je dis, non, surtout pas. En fait, je fais pas du tout de la gamification, je fais du game design appliqué. Du game design appliqué à la transmission de l'information. Ça pourrait être à la transmission du savoir scientifique, ça pourrait être à la transmission de... Ça pourrait être à la poésie, comme le fait David, ça peut être à plein d'autres choses. Mais voilà, c'est vraiment utiliser le game design comme un vecteur de transmission de quelque chose. En l'occurrence, moi, c'est l'info, parce que j'ai fait une école de journalisme. Hein, c'est bête, après... Trop tard pour la réorientation professionnelle. Une petite question. Comment ces derniers temps, il y a pas mal de gens de la Silicon Valley qui rachètent des médias. Je crois que c'était Washington Post il y a pas longtemps. Ouais. Il y a d'autres gens du Guardian qui sont partis pour monter un site avec d'autres gens de la Silicon Valley, ça. Est-ce que tu penses que ces gens vont être plus enclins à faire ce genre d'actu, parce qu'ils ont quand même pour volonté de dire voilà, on va révolutionner la manière de consommer l'information, tout ça. Et la manière de produire de l'information au XXIe siècle. Est-ce que justement ces jeux news games, ça peut les intéresser? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui... Je pense, on voit que, c'est pas trop le cas en France, mais on voit que outre-Atlantique, les médias qui sont le plus en avance sur les news games, par exemple le New York Times, ils font souvent des news games. Ils les appellent pas forcément news games, ils les appellent plutôt genre objets interactifs, et en fait c'est des jeux, quoi. Et pour transmettre de l'information. Et ils le font notamment parce qu'ils ont 17 personnes ou 19 personnes dans ce qu'ils appellent leur partie multimédia qui font que des objets multimédia interactifs toute la journée. Et donc ils ont donc le plus gros lab de toute la presse du monde, et donc ils en font beaucoup. Le Guardian en fait aussi beaucoup parce qu'aussi ils ont des ressources dans cette direction-là. Le Monde a créé il n'y a pas longtemps un pool qu'ils appellent décryptage, où il y a 3 personnes qui font dans un premier temps de la visualisation de données de base, et qui font de plus en plus de la visualisation de données interactive. Et on peut imaginer qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que c'est bien de faire de la visualisation de données, mais que si l'utilisateur n'a pas un objectif de consultation, en fait, il manipule 2 minutes et puis il arrête. Si tu lui donnes un objectif, il va aller plus loin parce qu'il va avoir envie d'atteindre cet objectif. Et si tu lui fais un truc interactif avec un objectif, ça s'appelle un jeu, en fait, quoi. Donc, on sera... donc oui, pour répondre à ta question, je pense que c'est une question de modernité, et que forcément, les médias qui s'acoquinent avec des gens qui viennent de la Silicon Valley auront beaucoup plus tendance à aller vers ces formes-là. Pour une raison simple et bassement pragmatique, qui est on est dans un contexte de guerre de l'attention, guerre pour l'attention, et que le jeu, pour ça, c'est bien, parce que voilà, c'est tout bête, mais c'est plus sexy aussi. Ça peut aussi, s'il faut en passer par ce genre d'argument, bah ok, ça va, quoi. Passons-en par là, mais oui, c'est vrai que proposer un truc sous forme de jeu, c'est plus sexy que de le proposer sous forme de tableau Excel ou d'articles de 200 000 signes, quoi. Donc, bien sûr, oui, pourquoi pas. Et ouais, le Huffington Post, Wired, sont des médias qui ont déjà pas mal fait de news game et qui en font encore pas mal actuellement, quoi.